de la technique de RTMS. Ça fait très longtemps en fait qu'on sait que les champs magnétiques peuvent avoir un impact sur le cerveau et peuvent aider dans la thérapeutique. Et ça, c'est Darsonval, vous voyez, en 1896, donc c'était il y a un certain nombre de temps, qui nous expliquait que les champs magnétiques, en tant que neurostimulateurs, pouvaient avoir un effet thérapeutique. Ensuite, on a des processus expérimentaux. Alors Magnusson, je pense que ça devait être un Suédois, hein, du fait de son nom, qui arrive à créer des phosphènes chez des patients en stimulant l'air visuel. Et puis, les premières études avec un niveau de preuve, je dirais, suffisamment élevé sont des études de Barker. Barker, c'est un Anglais qui a débuté dans les années 80, en 1985, donc il y a 40 ans. Et en fait, au cours de cette année, en fait, il a mis en place des protocoles expérimentaux à des fins thérapeutiques et notamment dans la dépression. La RTMS, ça repose sur un principe qui est un principe qui est assez pertinent en fait. L'idée, c'est que les aires cérébrales sont, il y a des aires cérébrales qui sont hypoactives et des aires cérébrales qui sont hyperactives. Et sur certaines pathologies psychiatriques ou neurologiques, vous allez avoir une hyperactivité de certaines zones cérébrales qui devraient être hypoactives et une hypoactivité de certaines aires cérébrales qui devraient être hyperactives. Et donc ça, en fait, on le sait grâce à la neuroimagerie, et notamment la scintigraphie cérébrale. Et donc là, je vous fais passer des images. Alors on utilise, on utilise à des fins expérimentales de la scintigraphie, notamment des TEP scans, en fait, où on va voir des zones cérébrales qui vont plutôt avoir un hypermétabolisme, donc qui vont être hyperactives, et des zones qui vont plutôt avoir un hypométabolisme et être hypoactives. Et lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe dans la dépression, on se rend compte qu'il y a des zones cérébrales qui sont très fonctionnelles ou trop fonctionnelles et des zones cérébrales qui ne sont pas assez. Et donc, on va essayer de rétablir, je dirais, un équilibre entre toutes ces zones cérébrales impliquées dans la dépression. Alors, on utilise une bobine, en fait. Je vais vous montrer un peu les bobines qu'on utilise et on va aller stimuler, notamment dans la dépression, des zones qui vont être hypoactives. La stimulation, elle se fait en surface, c'est-à-dire que les bobines qu'on utilise sur Saint-Avé et à Vannes, elles vont pénétrer le scalp 2 à 3 cm en profondeur. Donc on ne va pas avoir d'action directe sur les noyaux gris centraux qui sont beaucoup plus en profondeur. On va avoir une action surtout sur le manteau cortical. Par contre, ce qui se passe, c'est que le cortex cérébral, et vous le savez mieux que moi en fait, est connecté avec des structures plus profondes. Et donc lorsqu'on a accès au manteau cortical, on peut de fait, grâce à ces connectivités, avoir un accès sur les zones beaucoup plus profondes. Et je prends l'exemple, par exemple, dans la dépression, on stimule beaucoup les parties antérieures du cerveau et on sait à l'heure actuelle, grâce à certaines études, que lorsque vous stimulez le cortex préfrontal, donc les zones superficielles, vous allez avoir accès à des zones beaucoup plus profondes comme le cortex cingulaire antérieur qui est fortement impliqué dans la dépression. Alors voilà le matériel utilisé. Alors on utilise en fait, vous avez plusieurs types de bobines. C'est-à-dire que vous avez comme une unité centrale en fait qui va être reliée à des bobines. Les bobines, vous en avez de différentes sortes. Vous avez les bobines en 8, donc je vous montrerai des photos par la suite. Vous avez des bobines circulaires. Et en fait, la forme de la bobine va déterminer
la localisation du champ magnétique et de la stimulation magnétique. C'est-à-dire que quand vous avez des bobines circulaires, vous allez avoir un champ magnétique qui va se répartir comme tel. Lorsque vous avez une bobine en 8, le champ magnétique, vous allez avoir une action vraiment ici, quoi. Vraiment au centre du 8. Et donc en fait, quand vous allez utiliser des bobines en 8, vous allez être beaucoup plus précis dans la stimulation et la localisation cérébrale que vous voulez stimuler que sur des bobines circulaires. Donc la forme de la bobine est essentielle en fait pour la stimulation magnétique. Et puis après, vous avez les bobines double cône. Alors on n'en a pas sur Saint-Avé, bobines double cône, mais c'est des bobines qui vont être très spécifiques, qui vont être, ça va être des bobines en 8, et vous allez avoir, elles vont être un peu courbées, un peu incurvées, et ça va permettre d'avoir accès notamment au cortex orbitofrontal, qui va être très impliqué dans certaines pathologies psychiatriques comme les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le principe des RTMS repose sur la loi de Faraday qui lie le courant électrique et le champ magnétique résiduel. En fait. C'est un principe physique en fait, qu'on connaît depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle. Et on peut utiliser aussi un appareil qui s'appelle la neuronavigation. Donc vous avez votre bobine qui sert à stimuler certaines zones cérébrales, et par contre, des fois, vous ne savez pas très bien où stimuler la zone. Et donc, du coup, on a fait le choix d'utiliser cet appareil de neuronavigation. Alors, l'appareil de neuronavigation, c'est des caméras qui vont prendre des repères et qui vont nous dire quelles zones cérébrales sont à stimuler, en fait, et qui vont nous aider dans la localisation cérébrale et dans le maniement de la bobine. On verra, je vais vous présenter notre activité, et l'appareil de neuronavigation, il n'est pas forcément essentiel de l'utiliser, on peut s'en passer, notamment dans certaines indications comme la dépression. Si on utilise la neuronavigation, il faut faire une IRM cérébrale au préalable. C'est-à-dire que le neuronavigateur fonctionne avec les images qu'on va avoir suite à la réalisation d'une IRM cérébrale qu'on fera au préalable. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous débutez dans les stimulations magnétiques transcrâniennes, il faut savoir à quelle intensité vous allez stimuler les aires cérébrales qui sont hypoactives. Et donc, du coup, vous allez calculer le seuil moteur. Alors, j'imagine que le seuil moteur, vous le faites avec les potentiels évoqués moteurs en neurologie, c'est-à-dire que vous allez calculer, en stimulant l'aire motrice du pouce, vous allez calculer l'intensité minimale dont vous avez besoin pour avoir une réponse motrice qui est l'abduction du pouce. Donc là, c'est un cerveau typique, et vous avez là le cortex moteur avec l'homonucléus de Penfield, en fait, qui est en fait la projection sur le cortex cérébral de votre corps. Et donc en fait, pour le seuil moteur, pour le calcul du seuil moteur, vous pouvez utiliser l'appareil de neuronavigation qui va vous aider à le localiser, ou alors vous pouvez utiliser des repères manuels. Lorsque nous, on n'a pas accès à l'IRM parce que les délais sont trop longs, c'est vrai qu'on a des difficultés d'accès à l'IRM, et bien des fois on le fait en repère manuel, c'est-à-dire que on trace, alors je vous donnerai les repères manuels de façon un peu plus précise si vous le souhaitez par la suite, mais on trace on prend un bonnet en fait, qu'on va mettre sur le patient, et on trace une ligne qui va du nasion, là, l'aile du nez, jusqu'à l'ilion, c'est l'os que vous avez derrière la nuque, et on trace une autre ligne transversale entre les deux tragus. On va tomber sur un point qu'on appelle le vertex, au niveau du cerveau, et on fait 5 cm en suivant la ligne sagittale des deux tragus, et on va tomber sur l'aire motrice. Alors si on veut stimuler le pouce droit, on va stimuler l'aire motrice gauche.
Si on veut stimuler la main gauche, on va aller sur l'hémisphère droit, puisque je vous rappelle, tout est latéralisé, mais ça vous connaissez depuis donc c'est la fameuse règle des 5 cm. Et alors, de façon empirique, en fait, au départ, moi, quand on m'a présenté la technique il y a plusieurs années, je me disais que ça allait être très... Enfin, c'était un peu du bricolage des repères manuels. Et en fait, dans la pratique courante, je me rends compte que ça donne des résultats qui sont extrêmement pertinents. Et lorsqu'on applique, en fait, ces règles des 5 cm, on arrive très facilement à trouver l'aire motrice du pouce. Et lorsqu'on stimule de façon magnétique, on a quasiment tout de suite une réponse motrice. Mais il faut manipuler régulièrement. Et sur Saint-Avé, on a une infirmière qui est spécialisée dans la manipulation de la bobine magnétique qui stimule donc les zones motrices. Voilà. Donc ça, c'est pour le seuil moteur et l'aire motrice du pouce. C'est très important de calculer le seuil moteur parce que tous les protocoles de RTMS derrière vont être en fonction du seuil moteur. C'est-à-dire que vous allez stimuler en fonction du seuil moteur que vous allez trouver. En général, il y a certains protocoles où il faut stimuler à 110% du seuil moteur. D'autres, vous verrez des protocoles où vous stimulez à 80-90%, donc en dessous du seuil moteur. Mais le seuil moteur est essentiel à trouver pour réaliser en fait des séances de RTMS, pour développer ces techniques ici dans l'établissement. Et alors après, vous allez identifier, alors là c'est un peu barbare comme terme, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral. On a beaucoup travaillé dans la dépression au niveau des RTMS et on s'est rendu compte en fait que le cortex préfrontal dorsolatéral était une zone essentielle dans la dépression avec tous les travaux de neuroimagerie qu'on a à disposition désormais. Et alors, on a encore des repères manuels. Si on n'a pas le neuronavigateur, on prend l'aire motrice que vous avez trouvée au préalable avec l'abduction du pouce et vous allez faire 5 cm devant en suivant la ligne sagittale en fait, et vous allez tomber sur le préfrontal dorsolatéral. Alors, il y a eu, au début de la stimulation magnétique transcrânienne, on disait que c'était plus 5 cm que 7 cm. Et aujourd'hui, selon les études, notamment les études de neuroimagerie, on est plus sur une distance de 7 cm. Ça, c'est des travaux d'Erwig en fait, que vous pouvez retrouver hein, sur PubMed. Le micro. Je peux parler sans micro ou... Oui, vous m'entendez tous? Ouais, c'est bon? Et donc en fait, on va, comme je vous le disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir sur le manteau cortical, donc en périphérie du cerveau. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que nous, comme je vous le disais précédemment, soit on veut stimuler les zones qui sont hypoactives dans la dépression, par exemple, ou dans d'autres pathologies psychiatriques, soit on veut inhiber, je dirais, des zones qui sont hyperactives. Et donc, en fait, les protocoles vont être complètement différents, les protocoles utilisés. Là, je vous ai mis, alors, lorsque vous voulez activer des zones qui sont hypoactives, vous allez stimuler à haute fréquence. C'est-à-dire que vous allez utiliser des fréquences de 10 à 20 Hz. Ça, c'est de la haute fréquence. Lorsque vous voulez inhiber, vous allez stimuler à très basse fréquence, à 1 Hz par exemple. Et vous allez jouer sur l'excitabilité corticale. Et donc du coup, par exemple, pour le cas de la dépression, vous avez en fait, en gros, je schématise et je vulgarise, mais vous avez un hémisphère gauche qui va être hypoactif, donc vous allez le stimuler à très haute fréquence, à 20 Hz, et vous avez un hémisphère droit qui va être plutôt hyperactif, donc vous allez le stimuler à très basse fréquence pour inhiber l'excitabilité corticale.
Et ça, en fait, la stimulation de ces zones, c'est grâce à la neuroimagerie. Alors là, je vous ai montré des images de scintigraphie cérébrale où on voit le métabolisme du cerveau à un instant T et on remarque en fait que il y a des zones qui sont hypoactives et des zones qui sont hyperactives. Alors les trois grandes indications de stimulation magnétique transcrânienne, c'est des indications qui sont à la fois psychiatriques, comme la dépression, et puis vous avez des indications qui sont plutôt neurologiques, donc les douleurs neuropathiques, et vous avez une indication qui est quand même assez pertinente, surtout pour les neurologues ou les rééducateurs, c'est les séquelles motrices d'AVC, pour notamment la récupération motrice. Ça, c'est suite. Toutes ces indications, elles ont été communiquées dans un article de Le Faucheur, qui est une méta-analyse, qui est en libre accès. Donc, si vous n'avez pas de code, vous pouvez les retrouver sur PubMed. Il reprend toutes les indications et il met des niveaux de preuve sur chaque indication. Donc le grade A, c'est un niveau de preuve élevé où ça fait consensus dans la communauté scientifique. Vous avez un grade B avec une efficacité probable. Et puis vous avez le grade C avec une efficacité possible. Mais vous pouvez retrouver ça dans la littérature. Alors vous avez trois grandes indications avec un grade A, donc un fort niveau de preuve. Derrière, en fait, les paramètres de stimulation vont être complètement différents en fonction des indications et en fonction de vos patients. Donc en fait, vous allez avoir des localisations différentes. Donc dans la dépression, vous avez deux grandes localisations qui sont le préfrontal dorsolatéral droite et gauche. Dans les douleurs neuropathiques, vous allez plutôt stimuler au niveau de l'aire motrice supplémentaire, donc la partie supérieure du crâne. Et puis, au niveau des séquelles motrices d'AVC, alors vous allez stimuler à haute fréquence la zone lésionnelle. Je prends l'exemple d'un AVC avec un déficit brachio-facial à droite. Ce que vous allez faire, vous allez stimuler au niveau de l'aire motrice qui code pour la main à gauche. Donc vous allez stimuler à très haute fréquence. Et pour éviter la compensation de l'autre hémisphère, vous allez stimuler, donc inhiber, donc vous stimulez à basse fréquence la zone contralatérale. Je ne sais pas si je suis clair en fait. Et ça, vous avez des niveaux de preuve qui sont très bons, puisqu'à l'heure actuelle, ça fait consensus, vous avez des niveaux de preuve avec des grades A. Donc on va parler en termes de fréquence de stimulation, donc soit de la stimulation à basse fréquence, soit de la stimulation à haute fréquence. L'intensité, donc c'est surtout l'intensité par rapport à votre seuil moteur, sachant que le seuil moteur, alors il est très variable d'un individu à un autre. C'est-à-dire que entre nous, on n'a pas le même seuil moteur, on n'a pas la même excitabilité verticale. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous avez des fois des médicaments, et notamment des médicaments psychotropes, qui vont modifier votre seuil moteur. Et je pense aux benzodiazépines qu'on utilise beaucoup en psychiatrie, que ça soit de l'alprazolam, du lorazépam, de tout un tas de traitements. Vous allez avoir généralement ces médicaments, ces benzodiazépines vont avoir tendance à augmenter très fortement le seuil moteur. Le problème, c'est quand vous avez un seuil moteur qui est très élevé, vous êtes obligé de stimuler de stimuler à haute intensité. Et en termes d'effets secondaires, c'est pas forcément très confortable pour le patient qui subit la stimulation. Donc vous allez définir aussi le nombre de séances et puis le nombre de stimulations, le nombre de pulses, que les Anglais appellent pulse, par séance. Donc là, c'est des indications avec des niveaux de preuve très modérés. Là, c'est la deuxième partie. Après, vous pourrez retrouver l'article Le Faucheur, qui est une méta-analyse de 2018. Et donc, dans les niveaux de preuve modérés, vous avez la fibromyalgie, vous avez la maladie de Parkinson aussi.
Le problème de la maladie de Parkinson, c'est que la maladie de Parkinson va toucher surtout les noyaux gris centraux. Donc en fait, quand vous avez une action sur le manteau cortical, vous n'allez pas pénétrer suffisamment en profondeur pour avoir accès aux noyaux sous-thalamiques notamment, où vous allez avoir un déficit dopaminergique. Et alors il y a une indication qui fait débat aujourd'hui en France chez les gens qui font de la RTMS dans les congrès, etc. C'est cette indication. C'est-à-dire que l'hallucination acoustico-verbale chez le schizophrène. Alors, c'est des résultats qui sont très très aléatoires. Il y a 5 ans, vous m'auriez invité à vous parler de la stimulation magnétique transcrânienne. Je vous aurais dit que c'était une indication très pertinente avec un fort niveau de preuve, etc. Moi, en consultation, je vous avoue dans la pratique que j'ai, c'est une indication. Moi, je suis un peu frileux quand il s'agit de faire de la stimulation magnétique transcrânienne pour les hallucinations acoustico-verbales. Parce que, alors déjà, les patients qu'on m'envoie en consultation, c'est des patients qui sont généralement ultra résistants. On a essayé un premier antipsychotique de première génération, puis on a essayé un antipsychotique de deuxième génération, puis après on a essayé la clozapine en fait, et au final je me rends compte que si on fait de la stimulation magnétique transcrânienne derrière, on a des réponses, une efficacité thérapeutique qui est extrêmement modeste en fait. Et donc ça, cette indication, elle a été réévaluée par des études en fait qui sont faites a posteriori, et on se rend compte que il y a peut-être une efficacité, mais c'est pas comme dans la dépression, ça fait pas consensus. Après, vous avez des troubles obsessionnels compulsifs. Donc en anglais, c'est Obsessive Compulsive Disorder. Une pathologie des fois qui est extrêmement invalidante pour les patients. Et là, on en reçoit sur Saint-Avé, moi j'en reçois en consultation de façon importante. Et là encore, on fait de la stimulation magnétique transcrânienne sur des cas qui sont résistants à la pharmacologie, en fait, la pharmacothérapie. Et donc, du coup, ça donne des résultats qui sont, somme toute, assez modestes. Et alors, ce qui est intéressant de noter dans les troubles obsessionnels compulsifs, c'est que vous avez à l'heure actuelle donc, des études qui sortent, un certain nombre d'études. Et ces études, en fait, elles nous montrent que les localisations cérébrales, elles sont extrêmement différentes. Nous, alors, sur Saint-Avé, on a un protocole où on stimule le préfrontal dorsolatéral droit avec des paramètres de stimulation qui sont assez similaires à ce qu'on a dans la dépression, mais un nombre de séances qui est beaucoup plus limité que dans la dépression. Mais en termes de résultats thérapeutiques, là encore, c'est assez modéré dans cette indication. Et vous avez d'autres centres, notamment à Nantes, je crois, et à Rennes, donc c'est les grosses villes à côté de là où on exerce. Eux, ils vont utiliser d'autres protocoles qui sont accessibles parce qu'ils ont une bobine en fait qui n'est pas la même que la nôtre. Ils vont avoir une bobine double cône. Donc en fait c'est une bobine en 8 mais qui va être incurvée et qui va donner accès au cortex orbito-frontal. Donc une autre zone cérébrale. Vous avez l'aphasie post-AVC aussi qui peut être une indication en stimulant les aires du langage qui vont être lésées lors de ces AVC. Et puis vous avez l'état de stress post-traumatique. Alors j'ai visité hier votre centre là où vous recevez des patients qui sont victimes de psychotrauma et de PTSD. Et je me dis que ça pourrait être, pour vous, ça pourrait être intéressant de développer en fait ces protocoles. Alors c'est assez intéressant. Nous, on ne l'a pas développé sur Saint-Avé parce que j'en reçois très très peu d'états de stress post-traumatique. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est des protocoles qui vont être complètement différents de la dépression. C'est que vous allez stimuler donc, le préfrontal dorsolatéral droit, mais à très haute fréquence, alors que dans la dépression, vous allez l'inhiber et donc le stimuler à très basse fréquence.
Alors, quand vous recevez des patients en consultation quand vous recevez des patients en consultation, donc moi je les reçois en consultation à Saint-Avé et généralement, alors c'est des patients qui sont assez résistants à la à la pharmacopée, à la pharmacothérapie. Et ce qui est très intéressant, c'est que il faut hiérarchiser les indications. Parce que vous avez vu, les indications, elles peuvent être complètement différentes en fonction des pathologies psychiatriques que vous recevez. Et des fois, vous avez des patients qui vont présenter alors, des dépressions avec des comorbidités anxieuses, ou alors des dépressions avec des comorbidités avec un PTSD. Et donc, du coup, il faut essayer de savoir reprendre la psychopathologie et savoir qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer. Est-ce que vous avez plus envie d'améliorer la dépression? Est-ce que vous avez en plus envie de... Et c'est un travail de psycho... enfin de la psychophysiologie, en fait, pour hiérarchiser les indications et essayer de prioriser les indications du patient que vous recevez. Alors, on a besoin d'échelle, c'est-à-dire que le, le b.a.-ba, c'est d'évaluer notre efficacité thérapeutique. Et donc, en fait, quand je reçois des patients, je leur fais systématiquement passer une échelle qui concerne l'indication pour laquelle je vais traiter par stimulation magnétique transcrânienne. Donc là, je vous en ai mis deux échelles. Donc la MADRS, hein, dans la dépression, et puis la Y-Box. Alors, c'est deux échelles qui sont validées en français, mais parce qu'il faut quand même des échelles qui soient validées par la langue du patient. La langue du patient pour que vous sachiez vraiment, enfin vous ayez une idée assez précise en fait des scores que vous allez avoir. Voilà, donc là en fait c'est ce que je vous disais. Alors c'est une vignette, c'est très compliqué pour ceux qui sont de loin. J'espère que vous voyez bien, mais c'est une vignette en fait où on va reprendre toutes les indications. Et lorsque vous faites des revues de littérature, lorsque vous cherchez des protocoles, parce que si vous avez un appareil de RTMS, ça va être ça. C'est-à-dire que vous allez faire un gros travail de revue de littérature, vous allez aller dans la banque de données scientifiques et vous allez voir en fait ce qui a été fait en termes de recherche, en termes de protocole. Et donc, quand vous cherchez des articles scientifiques, on va vous donner des paramètres de stimulation. Donc, on va vous dire, il faut stimuler à haute fréquence, donc c'est soit du 10, soit du 20 Hz. Stimuler à basse fréquence, c'est plutôt du 1 Hz. On va vous donner aussi le nombre de pulses, les temps entre les trains, les intertrains, etc. Et donc, en fait, dans cette méta-analyse, donc il revient sur toutes les indications. Donc là, c'est les indications que je vous donnais, là, fibromyalgie, maladie de Parkinson, motor stroke, post-stroke aphasia, syndrome de l'hémisphère mineur. Là, vous avez les grandes indications sur la dépression, l'état de stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs, les hallucinations auditives. Alors, il y a une indication aussi dont je n'ai pas parlé, c'est la symptomatologie négative que vous pouvez avoir dans la schizophrénie. Donc celle-là, et puis dans l'addiction. Alors dans l'addiction, il y a des études qui commencent à sortir en termes de stimulation magnétique transcrânienne qui donnent des résultats qui peuvent être assez pertinents. Et à l'heure actuelle, donc, cette activité de RTMS, elle est en plein boom à l'heure actuelle. Et il y a des études qui sortent avec des nouveaux protocoles et des nouveaux paramètres. Et voilà. Et alors pour chaque indication, vous avez la stimulation en fait avec le niveau de preuve, hein, level A consensus, level B
ça va être un effet probable, et puis le LC, c'est un effet possible. Donc là, ça c'est les niveaux de preuve A, donc douleur neuropathique, les AVC, et puis la dépression. Et alors, quand vous avez ces indications, vous regardez les protocoles. Et donc là, les douleurs neuropathiques, en fait, vous allez utiliser de la high frequencies, donc de la haute fréquence, donc RTMS, au niveau de l'aire motrice de type 1, et sur la zone contralatérale à la lésion. Voilà. Au niveau de l'AVC, donc vous allez utiliser de la basse fréquence, donc 1 Hz, sur la zone contralatérale à la lésion. Donc en fait, si vous avez, et ça c'est un niveau de preuve A, quoi, en fait. Hein. Donc en fait, si vous avez un AVC, parce que je réexplique hein, pour essayer de... Mais quand vous avez un AVC avec un déficit brachiofacial à droite, en fait, vous allez stimuler la zone lésionnelle et vous allez stimuler l'aire motrice. Et vous allez soit faire de la haute fréquence, donc là, ou alors vous allez stimuler le côté contralatéral avec de la basse fréquence, low frequency. Avec, donc voilà, vous voyez des niveaux de preuve qui sont assez importants. Et alors, je reviens sur les indications psychiatriques, parce que moi je suis psychiatre. Au niveau de la dépression, vous avez deux grands protocoles à l'heure actuelle qui font consensus et qu'on utilise quasiment tous les jours dans l'hôpital où je travaille. Vous avez de la haute fréquence sur le cortex préfrontal dorsolatéral au niveau de l'hémisphère gauche. Donc là, vous voyez left. Donc là, quand vous avez des patients qui sont atteints de dépression, vous allez stimuler au niveau de l'hémisphère gauche, au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral. Et puis, alors ça, c'est surtout un protocole américain, anglo-saxon, où il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Là, je vous passerai les recommandations canadiennes en fait qui nous ont été données, parce que les Canadiens sont vraiment très en avance sur la neuromodulation. Et si vous voulez, et après les Français ont trouvé un autre protocole. C'est un protocole à basse fréquence au niveau du préfrontal dorsolatéral. Donc nous on l'appelle ça le French Protocol à Saint-Avé. Et alors trouver un protocole à basse fréquence, c'est très intéressant parce que plus la fréquence va être élevée, plus vous risquez des effets secondaires pour le patient, qui sont des céphalées, des migraines ou le réveil de certaines douleurs. Donc ça, c'est la dépression. Après, vous avez l'état de stress post-traumatique. Donc vous avez une efficacité qui est probable, en fait, avec un niveau de preuve qui est intermédiaire, donc un level. Et en fait, sur l'état de stress post-traumatique, vous allez stimuler donc, à haute fréquence le cortex préfrontal dorsolatéral droit. Donc en fait, vous faites quasiment l'inverse de la dépression. Donc en fait, il faut bien poser le diagnostic et bien connaître votre patient avant de stimuler et avant de préparer vos paramétrages de stimulation. Dans le trouble obsessionnel compulsif, on va stimuler donc, low frequencies au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral droit. Donc ça, c'est un protocole qu'on a qui dure 2 semaines, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, on va recevoir le patient tous les jours. On fait une séance par jour, du lundi au vendredi, pendant 2 semaines, donc 10 séances. Pour la dépression, c'est un peu plus de séances, c'est entre 15, 20, des fois on peut aller jusqu'à 30 séances à raison d'une séance par jour. Donc ça, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Là, je vous ai parlé de l'hallucination auditive, qui pour moi est une indication qui n'est pas forcément une très bonne indication. Après, vous aurez d'autres centres, comme à Lyon, c'est une autre ville qui fait de la neuromodulation en France, et eux, ils sont très partisans de ce protocole. Moi, j'ai des résultats qui sont quand même assez, sont pas forcément très intéressants. Et puis, vous avez donc la symptomatologie négative dans la schizophrénie. Alors,
La symptomatologie négative dans la schizophrénie, on s'y intéresse beaucoup. Vous savez, c'est les patients qui sont athymormiques, très apathiques, avec un émoussement affectif qui va être très important. Et ces symptômes, des fois, ils sont aggravés en fait par l'utilisation de neuroleptiques. Et du coup, et en plus, les neuroleptiques, ils vont tendance à ils traitent surtout les symptômes positifs de la schizophrénie, mais très peu les symptômes négatifs. Et donc, du coup, ça peut avoir un intérêt de cumuler à la fois le traitement médicamenteux, donc l'utilisation de neuroleptiques à faible dose, en fait, et puis faire en parallèle des RTMS pour essayer d'avoir une action un peu stimulatrice, quoi. Et puis, alors, dans l'addiction et le craving, alors moi, l'addiction dans ma pratique, j'en fais très très peu. Mais je pense que et donc du coup, je m'y intéresse pas tellement, mais je pense que ça peut être intéressant de faire une revue de littérature pour voir un peu ce que la stimulation magnétique transcrânienne, voir l'efficacité thérapeutique, notamment sur le craving, sur le maintien à l'abstinence, sur des patients qui sont alcoolodépendants et, euh, et pour lequel il n'y a pas forcément de réponse médicamenteuse. Alors les contre-indications, ce qui est, je dirais, génial dans la RTMS, c'est qu'en fait, vous vous exposez à très peu d'effets secondaires. Il y a très peu de contre-indications gravissimes. C'est-à-dire que moi, ça fait j'utilise la stimulation magnétique transcrânienne depuis 5-6 ans en fait, et j'ai jamais eu d'effets secondaires graves. J'ai eu une fois un cas d'épilepsie, mais c'était sur une patiente extrêmement, enfin voilà, qui résistait à tout un tas de thérapeutiques, qui avait plein de médicaments, et on s'est posé la question d'une absence parce qu'on avait une perte de contact avec le patient. Mais la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une technique de neuromodulation qui est extrêmement sûre, sécure, que vous pouvez utiliser sans aucune angoisse. Après, je touche du bois, hein, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Donc les contre-indications, donc c'est surtout les implants métalliques cérébraux. Euh, c'est les implants métalliques cérébraux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous utilisez un champ magnétique, mais comme vous avez pour l'IRM, donc des fois, vous savez, les patients qui vont avoir des anévrismes cérébraux, des fois, on leur met des coils, en fait, pour éviter que l'anévrisme se rompe au niveau du cerveau. Et donc, euh, et donc, en fait, il faut faire attention et demander systématiquement, quand vous recevez un patient, s'il a des antécédents neurochirurgicaux, en fait, et s'il a déjà été opéré au niveau du cerveau. Dans la pratique courante, moi j'utilise un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Kiel, que les radiologues utilisent avant les IRM pour s'assurer en fait qu'il n'y ait aucune contre-indication euh, dans la réalisation d'IRM. Donc le pacemaker aussi est une contre-indication. Alors c'est une contre-indication, mais somme toute assez relative, parce que le pacemaker il va être au niveau du cœur en fait. Et vous, alors je vous ai dit, hein, vous allez stimuler 2 à 3 cm en profondeur. Donc si vous stimulez au niveau cérébral, vous êtes loin du cœur, hein, quand même, hein. Donc il y a globalement assez peu de risques que vous déclenchiez des problèmes au niveau du pacemaker. Maintenant, les pacemakers, sur certains patients, il faut solliciter le cardiologue. Et aujourd'hui, certains pacemakers sont équipés en fait du MRI sur scan. En fait, vous le mettez en mode marche, ce mode-là. Et donc, du coup, les patients qui ont des pacemakers, ils peuvent aller à l'IRM, ils peuvent avoir leur séance de RTMS. Par contre, il faut s'assurer qu'à la fin de la séance, ça soit branché sur le mode off, en fait. Alors, il y a eu un grand débat, une polémique un peu scientifique dans tous les congrès sur le fait d'être gaucher. Parce qu'en fait, des fois, alors vous avez une latéralisation, en fait, hein, mais ça, en tant que neurologue, je pense que vous connaissez mieux que moi cela. Et alors, vous avez des fois chez les gauchers
tout le cerveau qui est inversé en fait. Et du coup, alors vous avez les gauchers contrariés, les vrais gauchers, et donc on utilise, nous, quand on a des gauchers qui viennent nous voir par rapport à la dépression, on utilise l'échelle de latéralité d'Édimbourg pour voir si c'est des vrais gauchers. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est généralement, moi je les surveille de façon beaucoup plus régulière dans la cure. Je fais généralement des évaluations toutes les semaines pour voir si mes protocoles ne détériorent pas plus qu'ils n'améliorent, quoi. Parce que vous inversez toutes les localisations cérébrales chez les gauchers, chez certains gauchers. Et ils sont très peu nombreux, quoi. Donc un bilan à mi-cure, moi je dirais que c'est un bilan quasiment toutes les semaines au cours de la cure. Au niveau des effets secondaires, alors là j'en parlais, le problème de la RTMS, alors il n'y a aucune vraie contre-indication absolue, alors, mais il peut y avoir des effets secondaires, notamment chez les patients qui sont migraineux, où vous pouvez, parce que des fois vous avez des fréquences de stimulation qui sont excessivement hautes, et des fois vous pouvez déclencher certaines crises de migraine, certaines céphalées. Et donc, je leur demande toujours sur les consultations s'ils sont sujets à des céphalées, à des migraines, à des douleurs au niveau de la tête. Alors, effet secondaire épilepsie, alors ça, vous allez le voir dans tous les manuels et dans plein de publications. Moi, sur 3 ans, enfin 3 ou 4 ans de RTMS, j'ai jamais eu d'épilepsie à part cette situation clinique dont je vous parlais préalablement. Enfin, les épilepsies sur des RTMS, c'est très très rare, mais il faut quand même, dans le dossier du patient, rechercher des antécédents d'épilepsie et voir s'il y a des épilepsies dans les antécédents personnels et aussi dans les antécédents familiaux, lorsque vous recevez des patients en consultation. Et là, c'est le cas d'asile. Alors, c'est une pathologie. Là, je l'ai mis parce que c'est un patient que je recevais. Alors, le cas d'asile, alors je ne suis pas un spécialiste. Je pense que les neurologues en parleraient mieux que moi. Mais en fait, c'est une maladie génétique et ça donne des lésions vasculaires au niveau de la substance blanche et au niveau des signes cliniques qui nous permettent de faire le diagnostic. Alors bon, pour le diagnostic, il y a l'imagerie, mais il y a aussi des céphalées. Et en fait, il y a un patient qui présentait un cas d'asile que je suis, sur lequel j'ai essayé un antidépresseur, 2 antidépresseurs, 3 antidépresseurs, et au final, rien n'y a fait avec, si vous voulez, des conséquences graves au niveau de la dépression, puisqu'à un moment, il s'est arrêté de se nourrir, et donc il a perdu énormément de poids. Et je me suis dit, je vais tenter les RTMS. Et au final, le problème, c'est que je lui ai fait une séance, j'ai déterminé le seuil moteur. On s'est dit qu'on ferait de la basse fréquence à droite pour sa dépression. Et même avec de la basse fréquence, en fait, je lui déclenchais des céphalées. Et en fait, je l'ai vu une fois en RTMS et après, je ne l'ai plus revu parce qu'il a interrompu la crise. Alors, la première séance, c'est généralement la plus douloureuse pour les patients parce que alors, ce qu'ils vous disent, en fait, c'est que c'est quelque chose de pas naturel. Ça fait beaucoup de bruit, l'appareil de RTMS, et ça donne une sensation de picotement qui peut être désagréable sur les premières séances. Et on a un phénomène d'habituation au cours des séances où les patients s'habituent à la stimulation. Et généralement, autant la première séance, elle va être difficile à tolérer, et autant les séances suivantes, c'est relativement bien toléré. Il vous dit souvent c'est un peu bizarre comme sensation, ça picote. Voilà. Alors le déroulé, au niveau de l'organisation des soins, alors c'est une activité qui est transversale. C'est-à-dire que moi, je suis en consultation dans un service en France qui s'appelle les spécialités médicales.
où on fait, c'est un service qui gère toutes les sismothérapies, dont je parlerai demain, les RTMS et qui gère maintenant le Theta Burst. Et donc, en fait, c'est un service transversal. Et je vais recevoir des patients. Alors, c'est surtout des psychiatres en ville qui m'adressent des patients. C'est surtout, alors, soit c'est les grandes indications, c'est l'intolérance aux antidépresseurs ou aux médicaments qu'on peut mettre en place. Notamment, vous savez, les antidépresseurs, ceux qui provoquent des vomissements et qui sont extrêmement mal tolérés. Soit c'est des patients qui vont avoir beaucoup d'a priori vis-à-vis des médicaments. Généralement, ils viennent me voir en consultation et me disent mais moi je veux pas de médicaments, je suis anti-médicaments. Et donc c'est un bon palliatif en fait pour pouvoir les traiter. Soit c'est des patients qui vont être résistants à la pharmacopée dont on dispose et sur lesquels les psychiatres libéraux ils ont plus aucun moyen d'agir et donc du coup ils me les adressent en consultation. Donc je les reçois, je fais une consultation. En général, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, et l'idée, c'est vraiment d'exposer la problématique et de savoir un peu là où on est. Est-ce qu'on est plus sur un versant dépressif? Est-ce qu'on est plus sur une demande de TOC? Est-ce qu'on est plus sur un schizophrène en unité de réhabilitation psychosociale qui va avoir des symptômes résiduels psychotiques? Et donc du coup, moi je vais essayer de poser l'indication et essayer au final de mettre en place les protocoles dont on dispose et que l'on a trouvé grâce aux publications scientifiques. Voilà. Alors, je leur demande, là j'ai mis arrêt thérapeutique médicamenteuse, c'est parce qu'en fait, les médicaments, comme je vous disais au préalable, c'est des médicaments qui peuvent modifier le seuil moteur. Et si par exemple on a des benzodiazépines à très forte dose, je peux vous dire que le seuil moteur il va être très élevé et qu'il va falloir stimuler de façon très intense. Et là, on s'expose à des risques d'effets secondaires. Donc l'idée, c'est je les prépare mentalement à diminuer leur anxiolytique, à diminuer les doses de benzodiazépines pour les patients que je reçois. Alors, là, je vous ai dit, la neuronavigation, ça dépend des indications. Si on est en face d'un schizophrène qui présente une hallucination auditive, il va falloir que je stimule le cortex temporopariétal. Le cortex temporopariétal, je suis incapable de vous le situer de façon précise sur des repères manuels. Par contre, si je reçois une dépression, là, pour le coup, je pourrais limite me passer de l'IRM et de l'appareil de neuronavigation parce que je peux avoir des repères manuels en reconnaissant l'aire motrice et avec la règle des 100 cm arriver au préfrontal dorsolatéral. Donc ça sous-entend, l'idée de se passer de l'IRM, ça sous-entend une bonne connaissance des protocoles et surtout le maniement de la bobine qui est assez facile parce qu'il faut quand même être un minimum rigoureux et précis même lorsqu'on fait de la localisation manuelle. Il y a des études en fait qui ont comparé l'efficacité thérapeutique de la RTMS versus avec l'utilisation de localisation manuelle versus la neuronavigation et l'utilisation de RTMS dans des cas de dépression. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui trouvent que l'efficacité thérapeutique sur la localisation manuelle donne des résultats comparables avec l'utilisation de neuronavigation. Donc là, le potentiel évoqué moteur, donc ça j'en ai parlé en fait, hein, l'intensité de stimulation minimale qui va me servir à avoir une réponse motrice et généralement c'est l'abduction du pouce. Voilà, et puis après, donc je fais un bilan de début de cure, je pose l'indication et après je fais toujours un bilan de fin de cure.
Et dans certaines situations cliniques bien particulières, notamment chez les gauchers, j'essaie de revoir les patients toutes les semaines pour voir un peu où on en est et si je suis pas en train euh, d'aggraver les trous plutôt que de les améliorer. Donc là, les paramètres de stimulation, hein, c'est ce que je vous disais. Là, la localisation cérébrale qui est essentielle, savoir si on fait de la basse fréquence ou de la haute fréquence, le nombre de stimulations par séance. Alors en fait, les trains intertrains, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites de la stimulation magnétique, vous allez avoir un train, c'est-à-dire un temps pendant lequel vous allez stimuler à haute fréquence, puis une pause, puis après un autre train où vous allez avoir beaucoup de stimulation. Et donc en fait, ça, il faut les rentrer dans le paramétrage parce qu'en fait, si vous faites de la très haute fréquence de façon continue, généralement, le patient il a du mal à le supporter. Donc, les protocoles dont on dispose sur Saint-Avé. Et alors, moi, je serais ravi si vous avez un appareil de stimulation magnétique transcrânienne ici dans la nouvelle unité que vous allez créer, de vous les transmettre. Donc, dans la dépression, on stimule à gauche 20 Hz, donc ça, c'est de la haute fréquence. On stimule 110% du seuil moteur. On inhibe à droite en stimulant à basse fréquence 1 Hz avec 110% du seuil moteur. Alors, ce que je vous disais, hein, c'est Cocorico, c'est le French Protocol qui a été mis en place par une équipe de Lyon. Et puis après le TOC, on utilise le TOC, donc plutôt de la basse fréquence à droite. Alors, vous avez l'impression que c'est la même chose, hein, le French Protocol et le TOC. En fait, non, c'est pas la même chose parce que le nombre de stimulations n'est pas le même. Et en fait, au niveau du nombre de séances, sur les TOC, on est plutôt à 10 séances, alors que dans la dépression, on est plutôt à 20 voire 30 séances. Donc, on est sur la dépression sur une longueur de cure qui va être plus importante. Là, vous voyez, il y a les symptômes négatifs. Alors, je vous en ai parlé un petit peu hein, dans la schizophrénie. Pour améliorer la symptomatologie négative, vous pouvez utiliser de la haute fréquence au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral gauche, ce qui ressemble un peu à ce paramétrage. Donc là, en fait, si vous regardez un peu nos protocoles, vous remarquez que les localisations cérébrales, c'est quasiment toutes les mêmes, quoi. Préfrontale dorsolatéral, soit droite, soit gauche. Donc là, c'est voilà. Soit droite, soit gauche. Donc ça veut dire qu'avec toutes ces indications, dépression, TOC, symptômes négatifs, vous n'avez pas besoin de neuronavigateur. Vous pouvez faire de la localisation manuelle. Par contre, là, cette indication, sur lequel, voilà, je vous en ai parlé, qui fait polémique au niveau scientifique, et pour lequel moi, j'ai pas forcément une efficacité thérapeutique très bonne, moi, je l'ai laissé un peu tomber, cette indication. J'avais prévu de faire une petite pause parce que là, je vous transmets des concepts, pas mal de concepts. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là, si vous avez et puis je reviendrai un peu à ma présentation ultérieurement. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses par rapport à ce que je. Peut-être qu'on va poser les questions après, à la fin. Ce sera mieux. Ok. Oui. Bon, alors du coup, je vais continuer. Et du coup, en termes d'efficacité thérapeutique, parce que c'est ce qui nous intéresse, alors là, on a fait une étude, donc vous retrouverez les références là hein, sur PubMed. C'est une étude qui compare en fait l'efficacité thérapeutique de la télésérie, donc j'en parlerai, à courant continu, RTMS, donc la stimulation magnétique transcrânienne, et puis VNF, c'est venlafaxine. Venlafaxine, je ne sais pas si vous le manipulez souvent, c'est un traitement médicamenteux, un traitement antidépresseur
qui a un IRSNA en fait, donc qui va jouer à la fois sur la sérotonine et la noradrénaline. Et alors c'est un médicament qu'on utilise beaucoup parce qu'on peut monter les doses très facilement. Et en fait là on a le critère de jugement principal, c'était les scores à la MADRS, donc c'est l'échelle de dépression dont je vous parlais précédemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, lorsque vous faites les 3 bras, vous avez des résultats qui vont être assez similaires. Vous avez vu, les 3 courbes, elles sont superposables en fait, et vous n'avez aucune différence significative entre les résultats thérapeutiques de ces 3 moyens thérapeutiques. Vous voyez, hein, elles se chevauchent dans les courbes. Elles se chevauchent et du coup, en fait, il en est conclu que la stimulation magnétique transcrânienne, c'est en termes de résultats thérapeutiques équivalent à l'utilisation de venlafaxine et à l'utilisation de TDCS. Alors j'y reviendrai par la suite. Alors ce qui est très intéressant là-dedans aussi, c'est les délais. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vous savez que les médicaments antidépresseurs, ils ont un délai d'action des fois qui sont très longs. Alors vous regardez selon les études, des fois il y a des études qui vous disent attendez 12 semaines avant d'évaluer l'efficacité thérapeutique de l'antidépresseur. Ouais, mais le problème c'est qu'en 12 semaines, votre patient, il a le temps de souffrir et du coup, il faut quand même agir rapidement, notamment dans les cas de forte dépression. Et on voit en fait que les délais, alors sur des protocoles qui ne sont pas accélérés, les délais sont assez similaires en fait. C'est-à-dire qu'il faut attendre généralement une quinzaine de jours pour voir une efficacité thérapeutique, pour avoir un début d'efficacité thérapeutique pour les antidépresseurs. Dans les RTMS, c'est pareil. Il faut attendre un certain temps. Donc en termes de délai, c'est pas forcément mieux. Et puis en termes de taux d'effets secondaires, alors dans cette étude, il y avait des effets secondaires qui étaient similaires. Moi, ce que j'observe dans ma pratique courante et dans ma pratique clinique, c'est aujourd'hui que les antidépresseurs donnent des effets secondaires qui sont quand même très importants. Alors moi, j'ai surtout une patientèle de personnes âgées, mais même chez les jeunes, que ce soit des problèmes de libido, que ce soit des problèmes de sédation, des problèmes... et donc du coup, moi je trouve qu'en termes d'effets secondaires, les RTMS sont quand même mieux tolérés que les antidépresseurs. Vous allez m'excuser, mais on va avoir une pause dans laquelle les visiteurs, les seniors auront une rencontre et les étudiants vont aller continuer à digérer ce que nous avons appris. Ouais, je vais faire une pause. Ce que nous avons appris. Voilà, tout à l'heure, on va continuer. On va aller digérer du pain, on va aller digérer la matière. C'est très objectif.
reba nk'iyi ngiyi reba nk'ubu Vous savez, c'est mon visage. Et la vie, c'est pas. basigaye kubera gusa